Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le premier live des éditions Royce. C'est le premier, il faudrait être indulgent, quelques petits problèmes techniques, mais on va y arriver d'une manière tout à fait convenable et acceptable. Donc je suis Emmanuel Millet, fondateur des éditions Royce en Moselle, et je publie essentiellement des romans adultes et jeunesse dans les mondes imaginaires en version papier et numérique. Pour ce premier live, 4 charmantes autrices vont aborder un point commun étonnant qui les réunit. Elles malmènent énormément leurs personnages dans leurs romans, mais pourquoi? Tout d'abord, quelques mots sur le déroulement de ce premier live. Chaque autrice passera à tour de rôle pour se présenter et répondre à cette fameuse question. Et à la fin, elles joueront un petit jeu de questions-réponses entre elles. Et pour terminer, si vous avez des questions que vous pourrez déposer sur le chat YouTube, elles pourront répondre à quelques-unes d'entre elles. C'est Claire qui est aux manettes de la technique qui se chargera de les poser. C'est donc Charlotte qui aura le redoutable honneur de commencer. Voilà, notre aventure littéraire à tous les deux a commencé aux Imaginales en 2018 par une simple rencontre sur notre stand, une rencontre qui a duré quand même assez longtemps, parce qu'on a beaucoup discuté. Elle est l'auteure d'Avensel, une trilogie de science-fiction très proche, puisque l'histoire c'est de 2021 à 2023. Alors qu'une entité extraterrestre crée une arche peuplée d'humains choisis pour sauvegarder l'espèce humaine, le monde s'enfonce inexorablement vers un conflit fatal et total. Les grands thèmes actuels sont abordés avec précision, science, géopolitique, écologie, relations humaines, pour donner plus de 1200 pages très prenantes, très visuelles. Pour vous rafraîchir la mémoire, voilà. Cité Noire, le premier tome. Cité Blanche, le deuxième. Et pour terminer, le gros Cité Rouge de pratiquement 600 pages pour conclure cette superbe trilogie. C'est à toi, Charlotte, quelques mots sur toi, et puis pourquoi Mathilde, l'héroïne féminine d'Avensel, passe-t-elle par tant de moments de souffrance physique et morale? À toi, Charlotte. Merci. Merci pour l'introduction. Bonsoir, je m'appelle donc Charlotte Bonnat, je vis à Brest avec mon mari, mes 4 filles, nos 2 chats. Et j'ai commencé à écrire il y a 8 ans. Alors, pourquoi je maltraite autant mon personnage principal féminin dans la trilogie Avensel? À vrai dire, je pense que je maltraite tous les personnages. Aucun n'y échappe, même les plus gentils. Alors, pourquoi je maltraite les personnages? C'est une question intéressante et qui m'a fait pas mal réfléchir. Et en fait, je pense que je maltraite mes personnages vraiment par nécessité dramatique, pour interpeller le lecteur en suscitant des émotions très fortes chez lui et en lui faisant découvrir l'histoire d'une femme ou d'un homme confronté à des obstacles, à des difficultés, à des conflits. Et pour cela, il faut donc maltraiter ces personnages. Et je pense que c'est vrai dans tous les types de littérature, que ce soit de la littérature générale, de la littérature de l'imaginaire, donc science-fiction, fantastique, fantasy, ou dans le roman policier ou le roman noir. Alors, comment on maltraite ces personnages? Ces personnages, déjà, on peut les maltraiter à plusieurs instants, enfin plusieurs moments du récit. Et je dirais même qu'on commence à les maltraiter en amont du récit, c'est-à-dire avant que le récit débute, hein, en leur construisant un passé très très douloureux. Alors, pour mieux expliquer, je citerai un exemple assez connu des amateurs de fantasy, en évoquant le personnage de Tyrion Lannister, donc qui est un des personnages masculins principaux du Trône de Fer. Et Tyrion Lannister est affligé d'emblée d'un passé très douloureux, puisque c'est un homme qui est porteur d'un anisme, dont la mère est morte lors de sa naissance, raison pour laquelle sa sœur aînée le déteste, mais alors vraiment, vraiment beaucoup. Et cerise sur le gâteau, son père, le Seigneur, le méprise énormément, au point que Tyrion se réfugie dans les bras des prostituées et dans le vin quand on fait sa connaissance. Donc Tyrion Lannister est la parfaite illustration d'un personnage avec un passé de maltraitance. Il faut dire aussi que l'auteur du Trône de Fer est assez réputé pour maltraiter ses personnages. Alors ça, c'est le premier moment où on maltraite un personnage, c'est en lui construisant un passé douloureux. Ensuite, pour moi, il y a un deuxième moment clé où on maltraite, où on malmène son personnage,
c'est quand on lui fait subir un changement très important au début de l'histoire. Et quand on réfléchit bien, la majorité des histoires de fiction sont construites de la même façon. Au début, on fait connaissance d'un personnage avec ses qualités, ses défauts, ses faiblesses, son passé douloureux si possible, et le monde dans lequel il vit. Alors, comme je vous disais, ça peut être un monde, une forêt avec des elfes, ça peut être dans une galaxie très très lointaine, ou ça peut être dans la banlieue d'une grande ville. Et on fait donc connaissance de ce personnage, et très rapidement dans le récit, vous allez avoir une modification majeure qui intervient dans sa vie, qui est souvent un changement dramatique avec des conséquences très douloureuses. Pour donner quelques exemples, dans la littérature générale, vous avez dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Nicolas Evans, vous avez au début du récit la fille adolescente du personnage principal qui est amputée d'une jambe suite à un accident de cheval. Un autre exemple de modification, c'est par exemple dans Millennium de Stieg Larsson, vous avez le personnage principal au départ qui est obligé de s'exiler loin de Stockholm après avoir perdu un procès retentissant, et qui de facto va devoir accepter d'enquêter sur la mort d'une jeune fille survenue des décennies auparavant. Donc nous avons dans ces exemples-là des exemples de modifications drastiques du cours de la vie de ces personnages, donc qui entraînent une douleur morale ou une douleur physique. Et cela va continuer durant tout le roman, puisque ce personnage va être obligé de se construire un nouvel objectif, va devoir aussi profondément évoluer, revoir ses convictions profondes et tout ça, et forcément un parcours douloureux. Alors, un dernier exemple très connu aussi, puisqu'il s'agit de la trilogie marseillaise de Pagnol. Quand vous prenez le début de l'histoire, vous avez l'accident qui survient dans la vie de Fanny, qui est une grossesse non désirée hors mariage, avec Marius, le père, qui est parti pendant des mois sur les océans pour une mission océanographique. Et donc cette grossesse est un accident qui va obliger Fanny à épouser un homme qu'elle n'aime pas pour donner un nom au père de son enfant. Et pendant les 3 tomes, on va suivre les conséquences tragiques de cet accident et de la décision de Fanny, avec les personnages, Fanny qui va souffrir, toujours amoureuse de Marius, Marius qui va souffrir de ne pas être le père reconnu de l'enfant, le grand-père, César, de la même façon, Marius va s'exiler de Marseille, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et je dirais qu'à la fin, c'est le dernier moment où un auteur peut maltraiter ses personnages, puisqu'il a le choix de la fin. Il peut faire une fin très heureuse, où le personnage a atteint son objectif et a satisfait ses besoins profonds. Vous avez des fins ambiguës où le personnage principal atteint son objectif, mais à un coût démesuré. Et puis, vous avez le choix de fin malheureuse où le protagoniste, le personnage principal n'atteint pas son objectif, voire même perd la vie. Mais ça, le type de fin, c'est très intéressant, mais c'est pas le débat de ce soir. Donc voilà, la dernière occasion, en tout cas pour un auteur, de maltraiter ses personnages, c'est de choisir une fin malheureuse. C'est le temps que je préfère. Ça laisse après l'ouverture pour autre chose. Est-ce que tu aurais par hasard un petit extrait à nous lire? Oui, alors j'ai choisi, pour pas trop spoiler le roman, de lire un extrait en fait du prologue du tome 1. Et en fait, ça concerne l'éveil de cité, donc qui est l'entité immatérielle de Avenzel. Ma félicité est de courte durée. Alors que je plane avec insouciance au-dessus des forêts de conifères, l'air vibre d'une manière malsaine. Puis la soudaine détresse de milliers d'âmes me submerge, me noie. Je tente de me soustraire aux images terrifiantes. En vain. Les scènes cruelles s'imposent à moi. Celles de charniers recouverts de cendres grasses,
de bourreau dont la jouissance cette tuée souille mon être. Des noms mystérieux tourbillonnent vers moi, portés par une douleur infinie. Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Belzec. Mes sens se rétractent, brûlés à vif. Je fuis vers le soleil levant, verrouille mon esprit pour ne plus voir les visages et les silhouettes émaciées. Ça, c'est l'accident qui se produit pour citer au début du roman. L'élément fondateur, on va dire. Voilà. Ok, merci Charlotte. Gabriel, maintenant, à toi. Alors, notre vraie rencontre avec cette jeune femme du Sud, vous verrez la petite accent chantant charmant, a eu lieu à Nancy lors de la remise du prix de la Cour de l'Imaginaire en 2018, dont elle était la lauréate pour En 1000 l'année du dragon. En 1000 l'année du dragon, qui a vu paraître cette année une suite, en fait, qui s'appelle Le Dragon de l'an 1000, Les Insoumises, dont elle vous parlera certainement. Et donc, Royce est partenaire de ce prix de la Cour de l'Imaginaire depuis quelques années. Alors, la peur de la fin du monde, en ces temps obscurs de l'an 1000, qui a été quand même assez marquante, et dans le roman de l'Highland écossais, avec les cavaliers de l'Apocalypse, forme le décor de ce roman riche en aventures. La légèreté y côtoie des passages plus durs ou émouvants pour offrir une belle histoire matinée de légende. La petite Angie y vit une épopée unique. Alors, qui es-tu, Gabriel, et pourquoi tant de personnages de ce roman ou de ces romans, puisqu'ils sont maintenant deux, ont tant de blessures et de failles, principalement dans le premier, puisque je m'étais attaché à ça, tous ceux qui partent à la recherche de ce fameux dragon violet. À toi. Ton micro est coupé. Ça, avec le micro. Ah, ça, voilà. C'est mieux. Ouais, c'est mieux comme ça. Merci Manu de m'avoir présenté. Alors oui, je suis Gabrielle Dubasky. Donc je travaille en région Occitanie. Je vis dans l'Aude, d'où mon accent. Je suis en partie originaire de l'Aude et en partie originaire des Pyrénées-Orientales. Et je suis très attachée à mes origines parce qu'elles me sont une source d'inspiration. Et j'adore lire et j'ai écrit sur un défi, littéralement, qui explique une partie, qui va vous donner un éclairage sur une partie de la réponse à apporter à cette question. Ma fille peinait sur un devoir de français où il devait être question de quête, de Moyen-Âge, de combat, d'épée, de choses tout à fait sanglantes. Je lui ai donné quelques idées et mon roman, à moi, En 1000 l'année de dragon, s'est écrit quasiment tout seul, on va dire. Voilà. Et il a effectivement obtenu le prix de la Cour de l'Imaginaire. Alors, malmener les personnages, j'avoue que je n'y avais pas pensé, que je malmenais mes personnages, parce qu'il me paraît évident, mais ça c'est une autre question, est-il évident de malmener ses personnages? Il me paraît évident que tout auteur malmène ses personnages, d'une façon ou d'une autre, comme l'a dit Charlotte, que ce soit psychologique ou carrément physique. Il me semble, comme elle l'a dit, que nous sommes amenés à malmener le personnage pour captiver le lecteur. Le captiver, le faire pleurer, hurler, voire s'identifier à un personnage et puis le garder. Et puis, d'une autre façon, il me semble que c'est tout à fait évident de malmener un personnage parce que tout personnage est confronté aux obstacles de sa vie, qu'elle soit sur le papier ou qu'elle soit réelle. Donc, je ne m'étais pas posé la question et en fait, oui, tout auteur maltraite son personnage parce que c'est la vie, si vous voulez, que ce soit dans du polar ou de la littérature blanche, de la science-fiction, il me semble que tout auteur malmène son personnage de façon consciente, voire totalement inconsciente. Puisque moi, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais autant maltraité mes personnages et j'ai réfléchi et effectivement, mes personnages sont effectivement très maltraités. Mais pour aussi rebondir, sans parler de personnages vraiment torturés ou démembrés, comme ça peut l'être dans un polar, par exemple le Dahlia Noir, qui est d'ailleurs inspiré d'un fait réel, où on trouve une jeune femme coupée en deux. Il me semble que les destins torturés et tourmentés de certains personnages donnent un réel souffle épique à certains romans, et que ce sont de ces romans-là, on ne sort pas indemne, on ne les oublie pas. Ce sont des romans qui nous portent. Alors moi, je pense à deux romans, puisque comme Charlotte, je vais citer deux romans.
peu plus ancien, qui est le docteur Givago, qui était complètement traversé par un souffle épique, le souffle épique de l'histoire avec un grand H, qui brise les histoires avec un petit H. Et puis, beaucoup plus près de nous et qui donne lieu à une adaptation télévisuelle, L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, où on voit toute une galerie de personnages évoluer dans un quartier populaire de Naples après la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je trouve que ce sont des personnages qui sont contraints et qui sont bouleversés, qui sont tourmentés, et on les voit évoluer. Et bon, voilà, j'avoue que pour moi, ça faisait tellement partie de la littérature, je ne m'étais jamais posé la question. Donc, du coup, je me suis posé la question pour mes propres personnages. Alors, dans l'opus 1, donc l'an 1000 années du dragon, effectivement, mes personnages sont effectivement très maltraités. Et il faut dire que le contexte narratif, le contexte du Moyen-Âge s'y prête à merveille, parce que le Moyen-Âge, c'est vraiment une toile de fond parfaite pour la maltraitance, je dirais, avec les guerres, la guerre de 100 ans, les invasions, les croisades, les famines, la peste, c'est vraiment un décor parfait pour maltraiter ces personnages, j'avoue. L'Écosse aussi, j'adore l'Écosse, mais tout le monde connaît les souffrances de l'Écosse. Et puis connaît aussi les légendes de l'Écosse avec le Loch Ness. Et donc, comme moi, mon cadre était imposé, puisque vous avez compris que c'était un peu un défi pour montrer à ma fille qu'on pouvait inventer et écrire sur tout, et n'importe quoi, même si on nous donnait 4 éléments qui ne plaisaient pas pour un devoir de français. Je me suis adaptée à ce décor-là et j'ai adoré, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et je rejoins Charlotte, là, ce décor-là, ce Moyen-Âge revisité, matiné de mythes, de mythologie, un petit peu comme ça remixé, c'est la toile de fond de tout un tas de sagas qu'on adore et qui ont eu un succès phénoménal, ne serait-ce que Game of Thrones, par exemple, ou Le Monde de Narnia, pour être... voilà. Telle est ma palette. Donc oui, moi, mes personnages sont malmenés, effectivement. Ils sont malmenés quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge, quelle que soit leur appartenance sociale, puisqu'on a des princes dans ce tome 1, des petits nobles, des Highlanders, des paysans, une paysanne russe, un passeur. Enfin, tous ces personnages sont malmenés par la vie, par la trame narrative de mon récit, en fait, et ils sont pris dans les accros du tapis. Donc, et comme tout lecteur, si vous voulez, comme tout lecteur est pris dans sa propre vie, donc ils sont pris dans les accros de la trame narrative, et c'est ça qui est intéressant, je pense, pour le lecteur. Et puis pour l'auteur aussi, parce que on se demande ce qui va leur arriver, et puis ça se construit au fur et à mesure, tout ça. Et donc mes personnages sont malmenés. En effet, on devine que certains d'entre eux, comme Flora ou le passeur, ou même le chien, ont des passés un peu plus étoffés, avec un peu plus de densité, mais rien n'est révélé, puisqu'en fait, tous sont entraînés, au moins dans le premier opus, à sauver leur monde, parce que leur monde devient une terre complètement brûlée, puis se couvre de glace. Donc pour se sauver eux-mêmes, ils sont amenés à sauver leur monde, et pour cela, ils trouvent le chemin d'un dragon qui détient un talisman. Donc tous ces personnages-là sont en chemin, si vous voulez, pour une même cause, malgré les obstacles qui les arrêtent. Et dans le tome 2, qui s'appelle Les Insoumises, il s'agit de quêtes personnelles et qui sont des quêtes identitaires, où les personnages qui sont effectivement toujours très très maltraités, parce que quand vous le lirez, vous comprendrez ce qui se passe. C'est le même cadre, c'est le Moyen-Âge après l'an 1000, donc l'Apocalypse a été vaincu. Et ils se débattent dans leur quête identitaire, dont certains vont ruser avec les obstacles, d'autres vont les contourner, d'autres vont se battre, d'autres ne vont pas survivre. Bon, c'est toute une épopée. Et dans ce Moyen-Âge qui est peuplé de créatures magiques, et fort heureusement, je m'en rends compte maintenant que ces créatures magiques vont apporter une note d'humour à une fantaisie qui est un petit peu sombre au final. Mais cette fantaisie un peu sombre m'a permis d'aborder une thématique plutôt très contemporaine, où on voit des hommes et des femmes qui essaient de se libérer d'un carcan social qui vraiment pèse sur eux. Voilà.
J'essaierai de pas en dire plus parce que sinon je risque de révéler un petit peu plus la trame du récit. Ce serait bien que ceux qui n'ont pas lu le premier tome lisent le deuxième et ceux qui n'ont lu aucun des deux lisent les deux. Voilà. J'ai oublié de montrer les deux couvertures, tu vois, que j'étais pas encore tout à fait au point. Moi non plus. Non. Tu as peut-être un petit extrait? Alors, oui, j'ai fait comme Charlotte, j'ai choisi un petit extrait qui ne dévoile rien de ce qui se passe dans le roman, et qui est effectivement assez sombre, je l'avoue. Je vous le livre. Le grand crapaud noir de la nuit l'a emporté, sanglotait Ponce, blotti contre moi. Je sombrai. Plus aucun souvenir des semaines et des mois qui suivirent. À peine quelques images, éparses, floues, indescriptibles. De vagues odeurs, ni bonnes ni mauvaises. Des bruits feutrés, méconnaissables, répétitifs, sans lien avec rien de connu. Le crapaud de la nuit m'avait abandonné dans une brume opaque, enfermé dans un cercueil de souffrance. Ce cercueil, c'était mon propre corps, sourd et aveugle, auquel le moindre mouvement, le plus petit effleurement, arrachait un hurlement. Je n'entendais même pas mes cris. Je ne me rappelle que de cette douleur, tapie au plus profond de moi, qui ne demandait qu'à s'étendre comme une gangrène pernicieuse et jamais ne se calmait. Un jour, ou une nuit, je reconnus la pression d'une main fraîche sur mon front, et cette caresse m'apaisa. J'eus l'impression qu'elle m'extirpait d'un tunnel sans issue. Ok. Voilà. Très bien. Merci. Maintenant, à la troisième mousquetaire, Claire, qui a un point commun avec Gabrielle, puisqu'elle a reçu brillamment le prix de la Cour de l'Imaginaire en 2019 pour son roman Les Maîtres de la Lumière, qui mélange avec habileté fantastique et science-fiction. C'est un livre dense, précis, qui est une sorte de vendetta contre un fléau qui laisse à l'héroïne une blessure qui ne cicatrise pas. Et en fait, on souffre avec son héroïne. C'est même indépendamment du sexe, homme, femme, on souffre avec elle parce qu'elle est sur un chemin qui est assez compliqué. Donc Claire, si tu veux bien, quelques mots sur toi, et tu nous parleras de Gall et peut-être d'autres personnages de ton roman. Donc Gall, ton héroïne, qui souffre moralement d'une perte énorme, qui influence beaucoup de son comportement. Cette souffrance est-elle pourtant un moteur pour cette jeune femme ? Merci pour cette présentation, Emmanuel, et merci à ceux qui nous regardent et nous écoutent. J'ai trouvé que ce qui a été dit précédemment était très intéressant. Je pense que ce que j'ajouterai sera peut-être un peu complémentaire, mais il y a des éléments qui sont assez communs. Donc rapidement, j'écris des romans, des nouvelles de différents genres, de l'imaginaire certes, mais pas seulement. Ce qui m'intéresse, ce sont en premier lieu les failles dans le réel et dans l'humain. Donc forcément, voilà, ça peut être réaliste comme ça peut être. C'est pour ça que les genres importent peu et que j'écris aussi bien du polar que de la nouvelle contemporaine ou des pièces de théâtre. Mais donc là, nous sommes dans l'imaginaire et je pense que quand je dis que ce qui m'intéresse, ce sont les failles de l'humain, on comprend tout de suite que la souffrance des personnages joue un rôle important. Mais en réalité, pour moi, je ne fais pas souffrir mes personnages. C'est simplement qu'ils sont placés dans des situations qui vont les révéler à eux-mêmes. Parce que, en fait, le personnage, au départ, c'est comme une espèce de statue d'argile. Voilà, c'est un Playmobil. Et le Playmobil, il ne peut même pas plier les coudes, il ne peut pas tousser dans son coude, il ne peut rien faire. Donc, comment faire pour donner vie à ce Playmobil ? Moi, je ne vais pas écrire Emmett sur son front, donc je vais le mettre dans une situation où il va devoir faire des choix. Comme nous, dans la vie, on fait des choix tout le temps. Et c'est ça qui, à mon sens, rend le personnage vivant, lui donne sa troisième dimension, ou peut-être sa quatrième, quand on fait des voyages dans le temps. Le personnage va prendre vie, va prendre corps en faisant un choix. Des choses importantes, des choses moins importantes. Mais on ne peut pas imaginer une histoire sans choix. Je pense que ce qu'on dit précédemment, Charlotte et Gabrielle, et dira très certainement Siana ensuite, rejoint cet aspect-là,
c'est que il faut qu'il y ait des obstacles et il faut qu'il y ait une volonté de les surmonter. Il faut qu'il y ait des choix, ne serait-ce que par exemple pour ne pas surmonter l'obstacle. Alors moi, je ne vais pas faire des citations d'œuvres comme celles que vous avez mentionnées. Les miennes sont malheureusement beaucoup plus classiques, mais je pense en matière de non-choix à Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale, qui est quand même, pour moi, l'exemple extraordinaire du non-choix. Et pourtant, il se passe des choses dans ce roman. Mais justement, on a affaire à quelqu'un qui ne fait pas de choix. Et moi, j'avoue que dans Les Maîtres de la Lumière, j'ai préféré que mon personnage fasse des choix, enfin que les personnages fassent des choix. Emmanuel, tu as tout à fait raison de mettre l'accent sur le fait que le sexe du personnage n'importe pas. Ils doivent tous faire des choix, que ce soit Gale, en effet, qui, eh bien, elle a perdu son fils, mais il y a peut-être un moyen de faire quelque chose contre ça. Oui, c'est là qu'on voit que c'est de l'imaginaire. Dans la vraie vie, malheureusement, on ne peut absolument rien faire. Mais voilà, l'imaginaire permet aussi d'aller explorer à la fois des choix et des souffrances qu'on n'aurait pas dans la vraie vie, mais aussi des solutions qu'on n'a pas dans la vraie vie. Donc pour moi, ce qui importe, ça n'est pas tant que le personnage souffre. Le maltraiter ne m'intéresse absolument pas, mais lui montrer sa force, lui révéler qui il est, et révéler au lecteur aussi qui il est. Parce que c'est dans l'adversité qu'on se construit, à mon sens, qu'on découvre aussi qu'on est capable de faire certaines choses dont on ne se sentait absolument pas capable. Pour reprendre l'exemple de ce personnage de Gale, c'est une jeune femme, elle a 30 ans, elle a un enfant, a priori, rien ne la destine à devenir une chasseresse de Bourdalac. Hein. Je veux dire, personne ne... Enfin, si on le lui avait dit un an avant, elle aurait dit ça va pas bien. Si on lui avait dit qu'elle allait se mettre à découper des gens en morceaux, elle aurait dit ça va pas bien non plus. Donc c'est un peu la révélation du personnage. Donc ça c'est un point qui me paraît absolument indispensable dans cette question. Et le deuxième bien sûr, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment d'histoire possible. C'est un mécanisme, c'est un fonctionnement. S'il n'y a pas de réaction face à l'obstacle, même si la réaction, comme je le disais pour Frédéric Moreau, c'est l'absence de réaction. C'est déjà réagir que de ne pas réagir. C'est réagir que de laisser faire. On peut être coupable quand on a fait quelque chose, mais on peut être coupable aussi quand on a laissé faire quelque chose qu'on aurait pu ne pas laisser faire. Donc là, on a effectivement un certain nombre de personnages à qui il arrive des choses assez terribles, mais c'est pas si terrible que ça. La vie, c'est plein de choses horribles. C'est pas, moi, il me semble en tout cas, dans mes romans et dans mes nouvelles, je n'ai pas le sentiment de maltraiter davantage mes personnages que la vie ne le fait. Bon, vous me direz, la vie est parfois un peu, voilà, mais les gens meurent dans la vie. Hein. Je veux dire, voilà, on sait tous qu'on va mourir, ça fait pas plaisir, mais on le sait, on n'a pas envie de souffrir, sauf certaines personnes. Mais bon, je veux dire, le commun des mortels n'a pas envie de souffrir. Et voilà, on sait qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, on se culpabilise. Eh bien, pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas plus de maltraitance dans le roman, dans les romans, que dans les nouvelles, dans les textes que j'écris, que dans la vraie vie. Donc, pour répondre plus précisément à ta question, Emmanuel, non, pour moi, la souffrance, ça n'est pas quelque chose qui va donner de l'allant. Non, c'est juste... c'est un aléa de la vie auquel il faut faire face et dans lequel nous nous révélons à nous-mêmes. Et ça se passe par le biais des personnages. Très bien. J'ai encore oublié de montrer la couverture juste avant. Donc je la montre juste avant le petit extrait que tu ne vas pas manquer de nous lire maintenant. Mais certainement, et avec grand plaisir. Donc c'est un extrait relativement bref qui se situe au début du roman et qui montre simplement... le personnage principal, le personnage féminin principal qui s'appelle donc Gale et qui est particulièrement experte dans la maîtrise de l'arme qui permet de tuer les Vourdalak, le miroir. Sur le bout des doigts agiles de la jeune femme, le miroir à deux fentes dansait avec une rapidité foudroyante. Elle était de ceux qui réussissaient à le maintenir en mouvement dans le bon axe sans cesser de se déplacer.
Sa dextérité l'avait fait surnommer la Parthe, comme ces grands cavaliers des steppes capables de tirer leurs flèches vers l'arrière depuis leur cheval au galop. Si la chasseresse gardait le disque immobile, un bref laps de temps suffirait pour que les photons se rassemblent et créent le ray. Les yeux du Vourdalak s'ouvrirent. Ses pupilles distendues avaient mangé les iris colorés et une partie de la cornée. L'instant d'avant, il était assis sur son canapé. Celui d'après, il se jetait sur Gall. Déplacement fulgurant. Il s'était translaté. Voilà. Voilà. Oui, parce que les Vourdalak ont des capacités spéciales. Normalement, nous Voilà. sommes dans l'imaginaire. Tout est possible. Exactement, tout est possible. Voilà un extrait qui est engageant. La quatrième, maintenant, la Benjamine, une jeune autrice, donc, qui est Siana, qui a écrit, et cette fois-ci je le montre dès le départ, Frères d'Enchantement, un roman de fantasy steampunk qui reprend certains codes rencontrés dans Harry Potter, dont Siana est fan, si j'ai bien compris. Voilà, donc dans Frères d'Enchantement, il y a deux acteurs principaux, et la souffrance morale de ceux-ci va occasionner des comportements différents, ayant un point commun sous une forme de mal-être assaisonné de remords, de regrets, voire de folie. Pour Ezio, par exemple, peut-on considérer que toutes ces actions sont une sorte de chemin de croix? Pourquoi ce choix d'une rédemption présent tout au long de ce roman de fantasy qui est aussi la confrontation de deux visions du monde? Si tu peux nous éclairer après quelques mots sur toi, ça serait très gentil. À toi. Mais bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Siana, voilà. Je suis une autrice qui aime écrire des histoires impitoyables, merveilleuses et improbables. Mais du coup, aujourd'hui, on va plutôt s'arrêter sur le côté impitoyable. Donc, c'est vrai que moi, de manière générale, j'aime traumatiser mes personnages. Hein, voilà, c'est dit. Je les traumatise régulièrement. C'est mon fonds de commerce. Donc c'est vrai que j'aime particulièrement moi plonger au cœur de leur psyché, de leur être, vraiment de creuser pour comprendre un peu comment ils fonctionnent, leur raison d'être, leur pourquoi. J'aime décortiquer en fait les esprits tordus, tout simplement pour savoir un peu. Je me demande jusqu'où on peut aller et pourquoi. Et c'est vrai que dans les lectures récentes que j'ai eues, donc je vais citer les copains, hein, m'en voulez pas. Dans les lectures récentes que j'ai eues, il y a notamment la trilogie de Charlotte, voilà, Wenzel, que nous avons ce soir avec nous, que j'ai trouvée très intéressante, très prenante dans sa relation avec les personnages, dans la relation que les personnages entretiennent les uns avec les autres, parce que c'est vraiment le moteur de leur souffrance, enfin, à mon sens, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est le moteur de leur souffrance. Et à chaque fois qu'il se passe un événement, on a l'impression que la vie s'effondre autour de chaque personnage petit à petit. Et on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et voilà, j'ai trouvé en tout cas qu'elle modelait très bien le schéma de souffrance d'un personnage à l'autre et entre les personnages. Alors, j'ai pas lu le tome 3, j'ai très peur. Voilà. mais ça fait partie des lectures récentes qui ont été marquantes pour moi. De même que Letty Snow, de Megara Nolan, qui est une autrice que je connais également, mais elle parle dans ce roman pas mal de mal-être aussi, bien évidemment, sous la forme de perversion narcissique. Enfin, en tout cas, c'est le témoignage, entre guillemets, d'un personnage féminin qui a vécu un peu l'enfer avec un homme personnage narcissique. C'est un personnage aussi qui va chercher sa rédemption aussi, justement, à travers des pouvoirs qu'elle va développer, notamment dans la glace, des pouvoirs qui vont, qui transmettent un peu sa colère, qui transmettent son incompréhension, sa hargne un peu d'en découdre et un peu de se venger, entre guillemets. Et c'est un roman que j'ai trouvé très intéressant aussi sur le thème de la souffrance, parce qu'on a vraiment une recherche de vengeance, mais en même temps de rédemption. Le personnage, il a vraiment envie de finir, de clore l'arc en fait de sa vie, cet arc-là, et de passer à autre chose. Alors, je ne révélerai pas la fin parce qu'elle est tout à fait intéressante. Voilà, mais en tout cas, c'est un roman que j'ai trouvé, en tout cas récent, dans mes lectures récentes, qui était vraiment intéressant au niveau du traitement de la psychologie des personnages, parce que moi j'aime bien la psychologie des personnages. Voilà, c'est des romans en fait dans lesquels on s'imprègne bien de la pensée du personnage, de son état d'esprit, et on est dedans en fait. On lit l'histoire autant dans les romans de Charlotte que dans ceux de Megara. On est vraiment dedans avec le personnage. On se dit mince, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. De mon côté, donc moi avec Frères d'Enchantement,
C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien aussi, de manière générale, torturer les personnages. Donc avec Frères d'Enchantement, c'est vrai qu'on a 2 amis qui, à la base, donc, qui étaient amis d'enfance. Ils se sont déchirés à travers des rivalités durant toute leur enfance, en grandissant de manière générale. Chacun a ses souffrances, chacun aussi a ses raisons d'agir. On a Enzio qui, lui, au début du roman, est un milicien très fier, très orgueilleux. Il y a des lectrices qui ne l'aiment pas, hein, elles me l'ont dit, et c'est tout à fait normal. Il est vraiment fait pour. En fait, je l'ai vraiment placé, celui-là, sur un piédestal pour mieux le faire tomber. Voilà, c'était ça mon objectif, en tout cas, avec ce personnage-là, c'était vraiment de le faire tomber de son piédestal, parce qu'à un moment donné, quand il se rend compte qu'il a fait des conneries, voilà, tout s'effondre autour de lui, c'est l'impression qu'il a, tout s'effondre autour de lui, et il se retrouve à devoir essayer de suivre une rédemption qui va être un calvaire, en fait. Cette rédemption va être très difficile, parce qu'il a tout son masque un peu narcissique du début qui se brise, et en dessous, on a ses peurs et sa culpabilité qui ressortent, et qui l'agressent, et il ne sait pas quoi en faire, quoi, il ne sait pas gérer. Et voilà, et je trouve moi, que c'est cette partie-là chez lui qui est intéressante, c'est un peu le chemin de croix, comme on disait justement. Parce qu'à côté, on a Juka, donc l'autre personnage qui lui a vécu un traumatisme dans son enfance, et qui, à cause de ce traumatisme, du coup, subit des peurs qui l'ont amené à choisir un travail manuel. Alors que dans la société, de manière générale, donc lui Juka est né plutôt dans la partie de la haute société, et ces gens-là, en général, sont plutôt dans l'étude des sciences. Donc, à partir de ce choix-là, ce personnage, il va subir des jugements, du rejet, et c'est tout ce mépris qui va cristalliser vraiment ses peurs, sa colère surtout, ses frustrations et sa colère. C'est tout ça qui va vraiment le pousser à la violence, en fait. C'est tout ce qu'il ressent au fond de lui qui macère, qui gronde et qui pouffe, qui explose au bout d'un moment parce qu'il en a vraiment marre, quoi. Voilà, c'est un peu d'actualité, c'est vrai. Mais bon. Donc ce sont 2 personnages qui ont été écrits vraiment pour qu'on ait envie soit de les baffer, soit de les soutenir un peu à tour de rôle. Il y a un basculement qui se fait à certains moments du récit. Dans les commentaires de retour de lecture, on me l'a fait remarquer aussi, donc voilà, ça marche bien, je suis contente. Mais c'est vrai que voilà, ces 2 personnages-là, on m'a remonté aussi qu'ils avaient vraiment une complexité qui fait qu'on arrive à s'y attacher, même si en tant que lecteur, on n'adhère pas forcément à leur personnalité ou à leur état d'esprit, à leurs actions, quoi, à leurs choix. Voilà. Et de manière générale, je dirais que c'est vrai, quoi, parce que pour le dire clairement, j'aime bien écrire des connards. Voilà, parce que ça... Non, mais voilà, c'est vrai, parce que moi, je trouve que ça me permet de mieux les humaniser. Je trouve que dans leur douleur, ça permet de faire ressortir vraiment leur humanité à travers vraiment la douleur, en tout cas quand je l'exploite, bien évidemment. Mais voilà, leur douleur me permet de faire ressortir leur humanité, et c'est ces personnages-là en fait que moi je préfère de manière générale. C'est pour ça que j'aime bien les méchants aussi. Les méchants, genre que Dark Vador par exemple dans sa jeunesse, on voit qu'il s'en prend plein. Et, voilà, il perd sa mère, il a peur de perdre sa femme, il a un gros manque affectif qui lui fait faire n'importe quoi, il pète un câble, mais c'est parce qu'il n'arrive pas à gérer en fait. C'est trop pour lui, il est dépassé ce gars-là. Et voilà, ça, je trouve qu'on pourrait le voir plus dans les films. Mais voilà, c'est en tout cas moi, cet aspect-là moi, que j'aime bien développer pour moi et lire également bien sûr dans mes lectures. Donc voilà, j'aime bien creuser à la fois ce qui fait la splendeur de l'être humain, mais aussi sa noirceur, parce que je trouve que les deux vont l'un avec l'autre. Voilà. Voilà. En fait, je ne crée pas des personnages qui ont pour but d'être aimés. Je crée des personnages plutôt pour surprendre, pour choquer, voilà, pour déranger, que ce soit le personnage ou le lecteur en fait. Voilà. Mais quand même, je cultive une touche d'espoir dans absolument tous mes textes jusque-là, parce que je pense que c'est important aussi, on en a besoin, et effectivement pour un chemin de croix, c'est important, surtout au niveau de la rédemption. On ne peut pas faire une rédemption sans espoir. J'écris pas de la dark fantasy parce que j'ai pas envie. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il n'y aurait pas de rédemption, tout le monde serait mort et puis on s'en fout. Mais c'est pas le but, quoi. Moi, j'ai vraiment envie de montrer que, bah ouais, on plonge au fond du trou, mais au final, il y a un chemin qui permet aussi de remonter.
Et tous mes personnages sont un peu, bon, ils ont du mal, hein, mais voilà, j'aime bien ressortir vraiment leur courage, leur combativité, ce qui leur donne aussi, enfin, essayer d'accrocher ce qui leur donne envie de continuer, de remonter, avec justement cet espoir que je dissémine un petit peu partout. Voilà. Eh ben, c'est très bien, on est un petit peu plus éclairé sur ta manière de voir l'écriture et les personnages que tu crées. J'imagine que toi aussi, tu as un petit extrait à nous lire. Oui. Alors, j'ai tout juste un picotement au genou, plus rien à la main droite. Alors je les écrase entre mes doigts pour les réveiller. Peut-être que je devrais les rouvrir. Sans la douleur qui me comble, sans la potion qui m'apaise, j'ai toujours l'impression de tomber à l'intérieur de moi. Un vertige m'empêche d'ailleurs de reprendre mon chemin, même s'il le faut. Je me cramponne au mur, aux pierres sales. Heureusement, je n'ai pas mis ma cape blanche. Les gens ne doivent pas me voir ainsi. On parlerait, on raconterait des choses. Et ma réputation là-dedans. J'ai mon image de héros à tenir. Et un fou n'est pas un héros, c'est juste un fou. Ou au mieux, c'est un héros déchu, un héros devenu fou. C'est pour ça que j'ai repris ma cape noire d'étudiant et les bottes qui allaient avec. Je me sens un peu serrée dedans. Ma dernière année date d'il y a 4 ans déjà. Mais on ne doit pas me voir ainsi. On ne doit pas me reconnaître. On ne doit pas me voir comme ça. Voilà. Merci, Sienna. Voilà, donc on a déjà fait un premier tour d'horizon avec ces 4 autrices qui ont vraiment des choses très intéressantes à dire par rapport à la création de leurs personnages et la genèse, en fait, de ces personnages et le cycle de vie qu'ils vont avoir au fond de leur roman. À titre personnel, c'est assez intéressant parce que je me suis rendu compte, on avait un peu répété aussi ce qu'on allait dire, mais à la lumière de ce que vous venez de dire toutes les 4, je m'aperçois qu'en fait, c'est aussi un de mes critères de sélection inconscient quand je reçois un manuscrit pour le trouver intéressant. Parce que tout en vous écoutant, j'ai repassé un petit peu dans ma tête les derniers romans de monde imaginaire que j'ai pu sortir. Et effectivement, il y a toujours un personnage, des personnages qui ont des failles béantes, qui ont un comportement qui vient du plus profond de leur souffrance ou de leur passé. Et c'est quelque chose qui finalement m'attire naturellement. Et je m'en étais pas forcément rendu compte avant qu'on lance cette thématique. Et c'est pour ça qu'on est là tous les 5 finalement. Voilà. Donc, si vous voulez, on va peut-être passer aux questions l'une pour l'autre, comme on en avait discuté. Donc, Gabrielle, tu vas ouvrir le bal pour Sienna, s'il te plaît. Alors, c'est moi qui vais poser une question à Sienna. Sienna, on a bien compris que tu n'écrivais pas, que tu ne créais pas des personnages pour que les lecteurs aiment les personnages. Et on a bien compris que dans tes 2 frères d'enchantement, chacun des 2 avait un côté obscur et un côté lumineux. Mais l'auteur peut lui avoir une préférence pour l'un ou l'autre des personnages, ou du moins peut-être changer de préférence au cours de la narration. Alors je voulais savoir si c'était le cas pour toi, s'il y en avait un des 2 que tu préférais, que tu chouchoutais, et qui peut-être avait influencé sur l'écriture, la fin du roman. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une question difficile pour moi parce qu'en fait, j'aime bien les 2 parce qu'ils sont vraiment différents. Après, je sais que j'ai plusieurs lectrices qui m'ont dit qu'elles avaient une préférence pour le Juka, donc le terroriste qui s'enfonce. J'avoue que j'ai aussi une préférence pour lui parce que c'est vrai qu'à la base, c'est vraiment un garçon attachant. En tout cas, je l'ai créé ainsi pour qu'il soit attachant dès le début. Et que peu à peu, il chute un peu dans ses frustrations, il se perd de lui-même sur son chemin, justement. Il perd son droit chemin. Mais finalement, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je pense qu'on peut se rendre compte que s'il n'avait pas eu tous ces problèmes-là, tout ce qu'il a comme rejet, comme frustration, en fait, il serait juste devenu quelqu'un de bien. Et c'est vachement triste, en fait, de se rendre compte que c'est tout le contexte de la société qui l'a poussé dans ses retranchements à devenir quelqu'un de colérique et violent, juste parce qu'il était incompris. Et c'est pour ça que du coup, ça reste un peu mon chouchou. Après, j'aime bien Enzo aussi, bien évidemment, parce que c'est lui qui a la plus grande évolution. Il arrive, il commence en étant un orgueilleux, prétentieux, et à la fin, il arrive en étant un peu plus modeste, avec plus d'humilité.
Donc lui, enfin, on va dire que Juka a ma préférence pour sa personnalité et Enzio a ma préférence pour son évolution. Mais bon, quand même, j'ai un petit... Voilà, je préfère Juka quand même entre les deux si vraiment il faut choisir. Moi aussi, je préfère ce personnage-là. Mais bon, moi, je suis lectrice. Mais ça compte, hein, ça compte bien aussi. Moi, ça m'intriguait aussi de savoir, quand j'ai écrit ce roman et quand il a été publié, quel serait le personnage. Je me disais, alors, Team Enzio, Team Juka, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Mais j'ai quand même des lectrices qui m'ont dit qu'elles préféraient Enzio parce que justement, il a plus de piquant. Voilà. Merci. Ok, merci. Merci. Sionna, à toi de poser une question. Alors moi, j'avais une question pour Charlotte, parce que tes personnages, ils souffrent quand même le martyre. Et je me demandais, est-ce que tu souffres quand tu fais souffrir tes personnages? Merci, Sina. Oui, on en a déjà parlé auparavant, mais à chaque fois que j'écris une scène dure, où je maltraite énormément un personnage, ou voire même je le tue, je suis en larmes. Alors, j'écris chez moi, bien sûr, mais j'écris aussi beaucoup à l'extérieur, dans des cafés, dans des salons de thé. Et je sais qu'il y a une scène très, très dure pour moi dans le tome 1, où un de mes personnages principaux, Thomas, qui est télépathe, s'introduit dans l'esprit de Mathilde, mon personnage féminin principal, et revit peut-être le moment le plus douloureux de la vie de Mathilde, c'est quand son enfant nouveau-né, qui était né très prématuré, décède dans ses bras en unité de réanimation pédiatrique. Et donc Thomas revit la scène dans l'esprit de Mathilde, enfin du moins comment la mémoire de Mathilde a déformé la scène. Et pour l'écrire, je me suis vraiment mis dans la tête d'une femme qui avait perdu un enfant. Et d'ailleurs, j'ai aussi un peu exploité mon passé professionnel où j'avais assisté à des drames de ce genre-là. Et je pleurais. Je ne me suis pas rendu compte, c'est quand j'ai enregistré la scène et je me suis aperçue que j'avais les joues marbrées de larmes et que les gens autour de moi, assis dans le salon de thé, me regardaient bizarrement. C'est quelque chose que j'avais vraiment vécu de façon très viscérale. Et donc, quand j'écris le premier jet, je pleure sur les scènes dures, mais quand je les corrige, je repleure. C'est-à-dire que j'ai beau connaître l'histoire, je repleure. Et puis après, quand j'arrive au 6e, 7e passage, je me trouve moche. Je me dis, oh là là, t'as fait ça, mais qu'est-ce que t'es moche, mais qu'est-ce que... Pourtant, t'as l'air... Mais je change pas, hein, parce qu'après, je trouve que ça colle bien à l'histoire, mais c'est pas que je me dégoûte, mais je me trouve très moche sur le coup. Voilà. J'aurais peut-être besoin d'un bon psychiatre, je sais pas. En tout cas, j'ai envie de continuer à écrire des histoires de ce genre-là. Continue, ne change rien. J'espère que tu vis aussi joyeusement les scènes agréables de tes romans. Ah, alors ça, c'est... Oui, comme il y a quelques scènes roses, je pense que je vais dire Joker. Je ne pensais pas forcément à ça, il ne faut pas imaginer que j'ai cet esprit-là. Non, je pensais qu'il y a quand même des scènes un peu heureuses. Donc c'est... Les scènes un peu heureuses dans le roman, oui, il y en a. Il y en a quelques-unes un petit peu quand même. Oui, bien sûr. Comme des gens pour qui ça va. Ok, merci. Charlotte, une question à Claire, si ma mémoire est bonne. Oui, Claire. Alors, je sais pour avoir discuté déjà avec toi et puis pour te suivre sur Facebook et Instagram que tu es passionnée de littérature en général. Tu aimes beaucoup la poésie, oui, la littérature blanche, le roman policier aussi. Nous avons échangé récemment sur les 10 minutes. Et en fait, je pense que tu fais comme beaucoup d'auteurs d'imaginaire, tu ne te restreins pas à un seul domaine. Et justement, j'aimerais savoir si tu écrivais demain un roman de littérature blanche, un roman mainstream, si tu traiterais de la même manière tes personnages. Alors, je peux te répondre puisque je suis toujours en train d'avoir plein de projets comme nous toutes, je pense. Donc oui, je suis sur un projet mainstream, mais j'en ai pour au moins 5 ans tellement il est lourd. Je ne sais même pas si j'y arriverai, mais bon, donc je peux te répondre de manière assez précise. En fait, le traitement des personnages ne dépend pas pour moi du genre dans lequel s'inscrit l'écriture.
le traitement du personnage dépend de l'histoire elle-même et du personnage lui-même, du message que je veux. Enfin, il n'y a pas de message que je veux transmettre, mais disons des images et des émotions que je veux susciter ou que j'aimerais susciter chez le lecteur. Donc, merci pour cette question. Disons que je considère que exploiter un genre et l'explorer permettent de faire des expérimentations différentes sur le matériau littéraire. Et c'est vrai, effectivement, pour moi, tout cela est de la littérature. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas, enfin, c'est une opinion qui n'est pas forcément partagée, puisque un certain nombre de personnes considèrent que, hormis la littérature blanche, eh bien, finalement, le reste, c'est quand même un petit peu des mauvais genres, des sous-genres, etc. Et qui n'ont pas le droit de citer, qui n'ont pas le droit d'être, en tout cas, mis en valeur et qui ne font jamais partie des listes de conseils à lire, etc. Pour moi, c'est un terrain de jeu. Ça donne des possibilités totalement différentes parce qu'on est dans un autre genre. Il y a donc des codes. C'est une forme de contrainte. La contrainte étant créative, hein, comme chacun sait. C'est une autre manière d'aborder le même type de personnage, par exemple. Ça peut être un personnage relativement similaire, mais comme il est dans des situations que je peux pousser différemment ou restreindre, que je suis obligée de restreindre différemment, eh bien, ça me permet d'expérimenter quelque chose d'autre. Mais les émotions des personnages eux-mêmes, je dirais qu'elles ne changent pas. Elles sont suscitées par des causes différentes. Elles vont s'accrocher à des éléments qui vont être complètement autres. Mais pour reprendre l'exemple de Gall dans Les Maîtres de la Lumière, une femme qui perd son enfant, c'est pas spécifique à la littérature de l'imaginaire, malheureusement. Ça se trouve dans le nombre de romans qui parlent de mères qui ont perdu leur enfant. Je veux dire, il y en a quand même beaucoup. Des romans dans lesquels, parce qu'il y a aussi un homme qui perd son épouse dans Les Maîtres de la Lumière. Je veux dire, c'est super banal. Voilà, donc c'est vraiment pas le genre qui importe pour moi, c'est la capacité, la possibilité, l'ouverture à l'expérimentation qui va m'intéresser. Voilà, donc c'est dans le genre, c'est juste un cadre qui permet de changer, on change de décor, quoi. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Est-ce que ça te satisfait ou est-ce que ça te laisse sur ta faim? Non, mais j'aurais apporté une réponse à peu près similaire, en fait. J'ai toujours pensé, en fait, que le genre littéraire, alors, certains ont leur code bien spécifique, mais c'est un peu comme l'emballage du bonbon, en fait, hein. Et le bonbon, c'est l'histoire avec des histoires humaines, des souffrances, des évolutions. Des joies aussi. Des joies. Des fois, les personnages ressentent de la joie, du bonheur. C'est par hasard. Mais c'est pas le genre de bouquin qui m'intéresse à lire, alors c'est vrai que je suis un peu mal. Mais je vous ai déjà raconté ce que je pensais du feel good en général. Mais bon, voilà. En tout cas, oui, on est d'accord. Pour moi, c'est en tout cas l'emballage diffère, mais le fond reste identique et ce sont des histoires humaines avant tout. Oui, le feel good, la romance, je vois que c'est pas des choses qui t'intéressent particulièrement. Moi, c'est pas forcément ce que je lis, mais si, la romance, si. Oui. Mais disons que pour moi, c'est pas forcément des genres dans lesquels je serais capable d'écrire quelque chose. Hein. C'est pas quelque chose qui m'attire, mais je pense qu'il y a matière à faire des choses très intéressantes dans ces genres qui sont autres, auxquels je me suis pas vraiment frottée. C'est pas ce vers quoi je suis attirée, mais en soi, moi je pense que tous les genres peuvent être expérimentés, détournés, travaillés, et on y trouve quelque chose. Après, on a des genres dans lesquels on se sent plus à l'aise, des genres de prédilection, c'est sûr. Moi je suis plus à l'aise dans l'imaginaire et dans le polar, ou dans le contemporain d'ailleurs, que justement, oui, dans la romance, où j'avoue que je suis un peu... et pourtant, il y a des romans, des histoires d'amour, par exemple, que j'admire profondément. Et mon roman préféré, qui est Les Mayas de Eça de Queiroz, qui est un écrivain portugais qui n'est connu qu'au Portugal, mais que j'adore, qui est vraiment exceptionnel, je trouve. Ça raconte une histoire d'amour, entre autres, qui finit mal. Bon, d'accord. Mais
Voilà. Donc, non, mais je Ce pense n'est que... pas de la romance, normalement, si ça finit mal, Claire. Alors, il y a la dark romance qui finit mal, j'ai appris ça. Donc, donc ça pourrait être une dark romance, mais bon, enfin, c'est pas le sujet. Mais voilà, donc pour moi, non, je pense qu'on est tout à fait sur le même, la même perspective. Le genre, bah oui, comme tu dis, c'est l'emballage du bonbon. Moi, je parle de décor. C'est voilà, c'est un autre terrain de jeu. Voilà, comme ça, on change de jeu et on joue pas toujours au même jeu, donc ça change. Très bien. Voilà, on va boucler la boucle. Ah ben oui, je Hein? vais poser une question à Gabriel. Et oui, oui, Gabriel. Oui, parce que tu vois, moi j'ai des terrains de jeu sur toutes sortes de gens, mais il y a un terrain de jeu que tu occupes, comme d'ailleurs Charlotte, et que moi, tu vois, je trouve extrêmement difficile à aborder, qui est l'écriture en plusieurs tomes. Et donc, j'ai jamais écrit quoi que ce soit en plusieurs tomes. J'adore les feuilletons, mais j'ai jamais rien écrit en plusieurs tomes. Et donc, moi, je voulais te poser une question. Pourquoi et comment écrit-on une histoire en plusieurs tomes? Pourquoi écrire une histoire en plusieurs tomes? Outre le fait que, bien sûr, ça ne tient pas en un seul, j'imagine, mais enfin, il y a quand même un rythme particulier. C'est encore différent du feuilleton. Le feuilleton, c'est des petits épisodes. Là, c'est des très gros épisodes qui ont un sens en eux-mêmes. Alors, pourquoi pourquoi écrit-on en plusieurs volumes? Oula, c'est difficile ça comme question. Pourquoi? Alors, d'abord, j'étais la première surprise, si tu veux, de cette espèce de... J'étais victime d'un phénomène, on va dire. Ça va faire rire Siana. Tu as été maltraitée. Non, du tout. Je n'ai pas été maltraitée. Ou alors, ce sont mes personnages et c'est-à-dire mon imagination qui m'ont maltraitée. J'étais victime du phénomène J.K. Rowling, en fait, si tu veux. Parce que moi, mon terrain de jeu premier et de prédilection, c'est quand même la nouvelle. J'adore la nouvelle, que ce soit de la nouvelle blanche, la nouvelle fantastique, j'adore. Et j'aime beaucoup le format de la nouvelle. Et donc, je me suis lancée dans ce roman en 1000. Et là, c'est là que j'ai été victime de mes personnages. Et je dis du phénomène J.K. Rowling parce que je me suis rappelée d'avoir entendu dire que quand elle écrivait son premier tome et qu'elle a mis en place ses personnages, tout de suite, elle a su qu'elle ferait 7 tomes et elle savait ce qu'elle allait dire dans les 7 tomes. Eh bien, écoute, je crois que ça m'est arrivé parce que quand j'ai mis en place mes personnages pour mon premier opus, donc que j'ai écrit pour ma fille en fait, pour lui montrer qu'on pouvait faire avec des thèmes qui ne plaisaient pas, quelque chose qui pouvait être un peu fantastique ou imaginatif, mes personnages ont pris une ampleur que je n'imaginais pas. Et ils se sont mis en place tout seuls. Et puis, en fait, ces volumes, ces opus, si tu veux, que j'ai dans ma tête, ce ne sont pas forcément des suites linéaires. Ce sont des points de vue différents. Le premier volume, c'était la petite fille qui s'appelle Angie et qui est en recherche d'un talisman. Le second, c'est le point de vue de sa grand-mère, la quête identitaire de la grand-mère et de la petite fille. Le troisième, ce sera encore autre chose et il y aura un déplacement dans le temps et dans l'espace. Ça ne se passera pas au Moyen-Âge. Il faut quand même que je sorte du Moyen-Âge. Et puis, spoiler. Il y a d'autres personnages qui ont pris vie. Et puis, une densité, si tu veux, dans mon imagination. Eh bien, ils me disent, bah, quand même, tu pourrais dire quelque chose sur moi. Moi, j'existe aussi. Je ne vais pas être cantonnée à rester dans l'an 1000 années du dragon. J'ai existé aussi avant de faire partie de l'histoire de Flora. Voilà. Et c'est venu comme ça. Et ce ne sont pas forcément des suites, mais elles se juxtaposent. Et puis finalement, ces opus vont s'éclairer les uns les autres. Et voilà, mais c'est comme. Alors, je ne sais pas exactement ce qui va se passer au détail près. Mais la trame est faite et je l'ai déjà racontée. Et mes amis proches le connaissent à peu près. Voilà. Et c'est vrai que c'est comme ça, c'est venu comme ça. Ça t'est apparu tout construit. Mais c'était pas forcément mon idée. Oui. Donc, moi, ça ne m'est jamais apparu tout construit. Donc, je pense qu'en effet, ça ne va pas... c'est pas pour tout de suite Mais si Kosiana me dit...
Les sagas. Alors attends, moi je ne t'entends plus. Là, on a un Oui, problème, il y a eu un bug. de son, ouais. Je n'entends plus Gabriel. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et oui. Eh Non. oui. Non. Ah, ça y est, et oui. On n'a entendu que la fin. Oui. Gabriel, tu nous entends? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, on t'entend pas Il y a un petit trop, problème. mais Je pense qu'on a quand même compris l'essentiel oui, par rapport j'ai entendu la dernière phrase. Alors, je vais te répondre quand même. Oui, tu as répondu à ma question. Je suis là. Oui. Je suis là. Ah oui, de retour. Oui, je vous entends. Je ne sais pas Voilà. si j'ai répondu à votre question. Voilà. C'est assez Si, fascinant. je pense que c'était. On a compris en fait l'essentiel. Il y a juste à la fin où il a manqué un petit peu quelques mots, mais effectivement, on a compris un peu ta vision de l'écriture au long cours, on va dire. Ok, on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas, Claire, si tu as eu des questions sur le chat YouTube ou pas. Eh bien, si. Ou alors, on est déjà bonne nuit Alors, de petit matin. non, il y a au moins une question de Shen Kinpu. Alors, j'espère prononcer le nom correctement. Tout le monde m'entend? Oui? Oui. Oui, d'accord. Je pense que c'est d'accord. Donc, la question est la suivante. Petite question pour Siana. Quel est le plus louable entre un personnage qui naît mauvais et essaie de surmonter ses défauts ou un personnage né bon qui tombe certes, mais remonte vers sa vertu? C'est pas fini, sachant qu'un personnage mauvais n'ira pas forcément aussi haut dans le côté lumineux. Tu as 2 heures. Côté lumineux Voilà. ou côté obscur, telle est la question. En fait, je vais pas forcément répondre oui ou non, ou l'un ou l'autre, parce que je trouve que c'est pas aussi évident que ça. Pour moi, les deux, en fait, ils ont le droit de remonter aussi haut qu'ils ont envie. Tout simplement. C'est même, enfin, je veux dire, enfin, déjà pour moi de base, on ne naît pas bon ou mauvais, on est plutôt neutre. Après, je peux concevoir que dans l'univers de fantasy, éventuellement, on puisse avoir une tribu qui apprend de mauvaises choses aux enfants et une autre qui les amène vers la lumière. Voilà, éventuellement. Je suis plutôt dans l'éducation ou en fantasy, bon, admettons. Mais le principal, en fait, pour moi, c'est qu'ils essaient. Il n'y en a pas un qui est plus méritant que l'autre. Pourquoi il y en a un qui serait plus méritant que l'autre? Il vient d'où ce mérite, en fait, que l'un aurait ou que l'autre n'aurait pas? C'est un jugement, ça aussi, le mérite. C'est une forme de jugement. Est-ce qu'on a besoin de foutre du jugement là-dedans? Enfin, voilà. Donc, à mon sens, il n'y en a pas un qui le mérite plus que l'autre, qui le mérite tous les deux, s'ils font l'effort, s'ils en ont envie. S'ils ne sont pas en train de le faire sans le faire, bien évidemment, parce qu'il y en a qui pourraient faire semblant, et puis en fait, non. Voilà. Mais tant que la démarche, elle est sincère, à la fois pour soi-même et pour les autres, voilà, chacun va où il va, et chacun le mérite d'arriver où il arrive. Voilà. À mon sens, bien sûr. Tu as une vision assez Jean-Jacques Rousseau de l'homme, enfin de l'humain en général, quoi. On est neutre, bon au départ, et puis après, c'est la société qui fait qu'on devient ce qu'on est, quoi. Avec chacun les limites qu'on peut atteindre en fonction de ce qu'on peut faire, puisqu'on n'est pas tous égaux, justement, pour ça. Ouais, je pense que je suis plutôt là-dedans. Ouais. Après, moi, je coupe des têtes, hein, mais je suis optimiste quand même en général. Donc, c'est pas drôle, hein. Alors, ça se voit pas, mais des fois, je suis gentille. Voilà. Claire, une autre question qui est apparue? Oui, il y a une autre question. Faites-vous souffrir, donc de Thierry Fauquemberg, faites-vous souffrir uniquement vos protagonistes ou torturez-vous aussi systématiquement les personnages secondaires? Je sens que Charlotte a des choses à dire. Ouais. Que... Vas-y, Charlotte. Vas-y. Je suis absolument pas élitiste. Je trouve qu'un personnage secondaire a
autant le droit de souffrir qu'un personnage principal. Et j'ai quasiment une vision très socialiste de la souffrance parmi mes personnages. Égalité. Voilà, hommes-femmes, personnages principaux secondaires. Et d'ailleurs, je pense vraiment dans Rapunzel, tout le monde en prend pour son grade. Et je dirais même qu'en fait, c'est là où c'est terrible, c'est même j'ai un personnage un personnage principal pour le coup, mais que certains considèrent comme secondaire. Alors pour moi, il a toujours été principal. C'est Jonas Olsson, c'est l'associé et l'ami de Mathilde, qui est climatologue comme elle. Et lui, je l'ai toujours appelé comme enfin, pour moi, il est lumineux, c'est un phare. Il fait partie de ces personnes tellement altruistes qu'elles illuminent autour d'elle. Donc pour le coup, c'est vraiment un personnage très gentil, mais il souffre autant que les méchants. J'ai pas vraiment de méchants, j'ai des personnages durs, sombres, mais c'est un peu réducteur de dire qu'ils sont méchants. Mais en tout cas, tout le monde souffre, oui. Et je trouve d'ailleurs que, alors c'est l'avantage d'écrire en multilogie, c'est qu'on a le temps de développer aussi les personnages secondaires, de les étoffer, et donc on peut les faire souffrir. Peut-être que cela n'aurait pas été évident dans un tome, un one-shot, mais une multilogie, on peut prendre son temps. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'un personnage principal sera d'autant meilleur que les secondaires sont bons. Tout à fait. Et très souvent, je trouve que on fait la différence là-dessus, parce que souvent les personnages principaux sont bien, sont travaillés, et des fois on oublie un peu les secondaires. Toi, tu les as pas oubliés, en tout cas. Non. Alors, moi, je vais juste ajouter un tout petit mot sur cette question. Je suis, alors, sans avoir une vision soviétique de la souffrance pour les personnages, je dirais juste que, oui, tous les théoriciens de la narration et de la dramaturgie disent toujours faites mal à vos personnages, quand ils sont à terre, frappez-les encore plus fort. Donc oui, sans doute que ça fait partie aussi des mécanismes de l'histoire. Et à côté de ça, ils vous disent, comme Sitfield, save the cat. Donc effectivement, on navigue entre les deux. Je pense que oui, secondaires ou principaux, la question est de faire exister le personnage, et il existe, comme je le disais, enfin selon moi, hein, moi je trouve qu'il existe par ses choix, et le choix c'est face à une difficulté. S'il n'y a pas de difficulté, il peut y avoir une histoire, mais dans ce cas-là on prend une toute autre tournure. Donc oui, moi je ne fais pas systématiquement, je me dis pas je vais les faire souffrir, mais en tout cas je vais les placer devant un choix, qu'ils soient secondaires ou principaux, parce que oui, ça permet d'étoffer un petit peu l'histoire et l'intérêt qu'elle peut avoir, la capacité qu'a le lecteur de s'identifier. Enfin, voilà. Donc oui, même si ça n'est pas pour la même raison, le résultat est le même. Moi, je suis assez d'accord. Avec Claire sur le sens où que les personnages secondaires, c'est bien de les faire exister justement à travers aussi un peu de souffrance. Après, je sais que moi, je suis mauvaise élève parce que j'ai souvent peu de personnages secondaires et des fois, je les développe pas forcément assez. Je mets tellement tout dans les principaux que des fois, les autres, ils passent à la trappe. Mais c'est aussi que j'ai pas non plus écrit de multilogie comme Charlotte. Donc, quand j'en écrirai une, je pense que je m'y attarderai beaucoup plus. Mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion en fait d'avoir besoin de développer des personnages secondaires de manière à vraiment les faire souffrir. Enfin, j'ai pas le souvenir, peut-être qu'il y en a un perdu au fin fond d'un bouquin ou d'un texte, mais je sais plus. Voilà, j'ai pas spécialement ça à travailler. Voilà. Pour moi, c'est à travailler. Céline, pour toi? Gabrielle, pardon. Ah, pour moi? Ah, mais moi, mes personnages secondaires souffrent comme les autres, exactement comme dit Claire, parce que c'est dans la trame narrative de les faire souffrir et puis d'étoffer les personnages principaux. Et puis, par rapport à ce que disait Charlotte, ce que tu disais pour les multilogies, moi, certains de mes personnages secondaires vont devenir des personnages principaux, si tu veux. Donc, voilà comment j'ai un peu contourné la chose. Et ils vont effectivement souffrir. Voilà. Peut-être une dernière question, s'il y en a une, sinon... Non. Tu as coupé ton micro, Claire. Micro. Non. Voilà.
Désolée, si, normalement c'est bon, là, vous m'entendez? Ah, maintenant, c'est bon. Oui, C'est bon, oui, oui. voilà. Donc je disais, il y a une dernière question. Non, il n'y a plus de questions. Non, c'était pas. Non, il n'y a plus de questions. C'était la même qui se repassait en. Donc non, je ne vois plus de questions. Eh ben, je crois qu'on va clôturer cette première, hein, qui durait plus longtemps que ce qu'on avait imaginé, parce que finalement, c'est difficile de ne pas parler de ce qu'on aime, hein, de se restreindre à faire des résumés. Ça a été, ben voilà. Donc, la fin de ce premier live. J'espère que ça a été agréable. Pour moi, ça l'a été. J'espère que pour vous quatre aussi, et puis que pour les quelques personnes, peut-être très nombreuses, qui nous ont suivis, ça a été le cas aussi. J'espère que tous ces visiteurs, et même sur le replay qui sera en ligne, le temps de faire quelques coupes avant et après, auront envie de lire vos livres respectifs, mesdames, et puis d'y prendre plaisir autant que moi j'ai pris plaisir à les éditer. Donc voilà, Charlotte, Gabrielle, Claire, Siana, comme on dit, merci pour ce moment et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Voilà, le flux.